Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons étudier les impacts des politiques budgétaires sous contrainte et de la perte de souveraineté monétaire dans la zone euro. Autrement dit, si je traduis en français, quelles conséquences le fait de faire partie de la zone euro, cela peut-il avoir pour un pays au niveau budgétaire, monétaire, en gros pour ses politiques en fait économiques conjoncturelles. Je rappelle que dans la zone euro, les politiques budgétaires sont nationales, ça veut dire qu'elles sont entre les mains des États, entre les mains de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, etc. Pour autant, chaque État ne peut pas faire ce qu'il veut, puisqu'il est contraint par des traités européens, pacte de stabilité de croissance, TSCG, sa règle d'or, etc., etc. Et quant à la politique monétaire, elle est entre les mains de la Banque Centrale Européenne, qui est indépendante. Alors tout d'abord, on remarque qu'il y a un défaut de coordination qui s'explique par des situations hétérogènes. En fait, on a deux blocs dans la zone euro. D'accord, on a les pays du Nord, bloc marque, les pays autour de l'Allemagne en règle générale, qui se caractérisent par des finances publiques saines, un taux de chômage faible, une forte compétitivité, et à contrario le Club Med, plutôt les pays du Sud, Espagne, Italie, Portugal, on peut être la France, de toute façon maintenant, c'est sûr, avec des finances publiques qui sont dégradées, regardez en France, la dette publique qui a dépassé, je crois même, les 110-115% du PIB, un taux de chômage élevé, et une compétitivité qui franchement laisse à désirer. Résultat, harmoniser les politiques économiques dans cette situation, ça relève du miracle. C'est un petit peu comme si tous les pays de la zone euro étaient dans un bateau, et que chacun ramait dans un sens différent. À la fin, le bateau va pas bouger. D'accord ? En fait, c'est exactement ce qui se passe. Ok ? Là, dans ce bateau, on a des bonhommes qui sont très très musclés, ceux des pays du Nord, d'autres qui sont tout maigres, pays du Sud. Chacun a des rames, chacun fait ce qu'il veut, ça part dans tous les sens, bien évidemment, et ça c'est problématique, puisque à ce jeu-là, finalement, tout le monde est perdant. Donc pas de stratégie coopérative, les dirigeants vont utiliser les politiques budgétaires pour répondre à la situation économique de leur pays, ce qui paraît logique. Les dirigeants allemands veulent surtout que ça se passe bien au niveau économique en Allemagne, on ne peut pas leur en vouloir. Les dirigeants français veulent que ça se passe bien, évidemment, en France, d'accord. Donc ils ont des demandes de la part des citoyens, qui sont aussi des électeurs, d'accord. Vous voyez où je veux en venir. Donc à partir de là, effectivement, ils vont surtout faire ce qui est important pour leur pays et évidemment pour leur réélection, ça va de soi. Donc l'absence de coordination des politiques économiques va renforcer ce qu'on appelle les effets d'externalité négatifs. Autrement dit, quand un pays va prendre une décision, il va regarder uniquement les conséquences pour lui, pas les conséquences pour les autres. Imaginez par exemple que en France, il n'y a pas assez de croissance économique, en Allemagne, il y a trop de croissance économique. Si en France, du coup, on se met à faire une politique de relance keynésienne, comme des surexcités, on injecte un maximum d'argent, la demande explose. Oui, mais d'un autre côté, il faut savoir que la France et l'Allemagne sont des partenaires commerciaux très très importants. Il y a énormément d'échanges commerciaux entre eux, ce qui veut dire qu'en réalité, on va aussi stimuler, bien évidemment, les importations en provenance d'Allemagne. Et j'avais dit qu'en Allemagne, déjà, il y avait beaucoup de croissance économique, mais si en plus on stimule encore la demande allemande, on va faire exploser l'inflation en Allemagne, bien évidemment. Donc ça va être problématique. Et en plus, il y a des risques de comportement de passagers clandestins, à savoir qu'un pays peut très bien profiter de ce que vont faire les autres en se disant, justement, moi je vais rien faire. J'explicite. Si par exemple on veut relancer l'activité économique, on a vu qu'on pouvait mettre en place une politique de relance d'inspiration keynésienne. Autrement dit, on va creuser le déficit public pour stimuler la demande effective et relancer la croissance économique. Ouais, mais creuser le déficit public, ça fait plaisir à personne, bien évidemment. Mais si c'est toute la zone qui connaît un problème en termes de croissance économique, vous, si vous êtes un pays, vous vous dites, je vais laisser tous les copains faire, d'accord, tous les autres pays de la zone vont creuser leur déficit public, relancer l'activité économique, et comme l'essentiel des échanges commerciaux se fait entre les pays de la zone euro, tôt ou tard, il y aura des retombées positives pour moi, d'accord. Mes entreprises se mettront à davantage exporter, ça va stimuler ma demande, et résultat, automatiquement, ça va tirer vers le haut ma croissance économique. Et donc résultat, je m'en sortirai bien, alors que je n'aurais pas dépensé un seul centime pour ça. D'un autre côté, il y a également des problèmes qui sont liés à des chocs asymétriques. Je rappelle qu'un choc asymétrique, c'est un choc qui ne va toucher qu'une partie de la zone, voire même au sens strict qu'un seul pays en fait. D'accord ? Autrement dit, par exemple, tout va bien dans la zone euro, sauf en France. Ça, c'est un exemple de choc asymétrique. Ok ? Donc en présence de choc asymétrique, et sachant qu'en plus la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, ça veut dire qu'en fait, il nous reste quoi ? La politique budgétaire. Je veux bien, mais la politique budgétaire, ça veut dire que quand ça va pas, il faut creuser le déficit, mais on peut pas creuser autant qu'on veut, puisque on a le pacte de stabilité et de croissance et le TSCG qui nous empêchent de creuser comme on voudrait le déficit public pour relancer l'activité économique.
Bon, ça c'est la version officielle. Dans les faits, si on veut creuser, on creuse, de toute façon. Puisque de toute façon, les amendes financières qui sont censées en découler n'arrivent jamais. D'un autre côté, on pourrait se dire, bon bah c'est pas grave, ça va pas, mais la Banque centrale, potentiellement, elle va nous aider en baissant les taux d'intérêt directeurs. Et non, elle a aucune raison de le faire. Si globalement tout le monde va bien, il n'y a qu'un malade, d'accord? Un seul pays est malade. Il n'y a aucune raison que la Banque centrale européenne se mette à baisser ses taux d'intérêt directeurs pour stimuler l'activité économique dans ce pays. Elle ne va pas le faire, sachant que tous les autres vont bien et qu'elle risquerait ainsi de créer des pressions inflationnistes dans les autres pays. La politique monétaire s'appuyant sur un ajustement par les taux de change n'est pas possible. Bah oui, on pourrait se dire, allez, ce qu'on peut faire, ça serait par exemple d'évaluer notre monnaie, nous arranger du coup pour que la monnaie perde de la valeur, d'accord? Comme ça, hop, on va bénéficier en fait d'une plus grande compétitivité à l'échelle internationale et on pourra plus exporter. Eh ben non, tout simplement parce qu'en fait, la politique monétaire n'est pas entre les mains de la banque centrale d'un pays donné, elle est entre les mains de la banque centrale européenne, d'accord? Déjà la dévaluation n'est pas possible, ok, puisqu'on est en régime de change flottant, et la dépréciation, enfin la banque centrale européenne, elle est quand même assez particulière, donc à ce niveau-là, ça serait compliqué. Et pour terminer, la zone euro constitue une zone monétaire optimale, oui, mais imparfaite, d'accord? En fait, une zone monétaire est parfaite dans la mesure où elle parvient à absorber les chocs conjoncturels asymétriques. Logiquement, il n'y a pas de souci, puisque le facteur travail, facteur capital, ils peuvent bouger dans tous les sens, donc on est censé arriver à une situation où, effectivement, tout sera pour le mieux à la fin. Dans le cas présent, c'est pas le cas. C'est pas le cas dans la mesure où, effectivement, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, puisque les facteurs de production, travail, capital ne peuvent pas circuler, enfin, c'est pas qu'ils peuvent pas, mais c'est dans les faits, ils ne circulent pas en réalité de manière totalement libre, d'accord? Il n'y a pas beaucoup de travailleurs français qui vont décider d'aller travailler en Allemagne, en Italie, en Grèce, au Portugal, où vous voulez. Et donc à partir de là, évidemment, c'est pas quelque chose qui permettra de pouvoir sortir d'une situation problématique. Donc ça veut dire qu'il faut essayer de trouver d'autres solutions. Par exemple, certains pays peuvent mettre en place des stratégies qui vont s'appuyer sur une fiscalité un petit peu plus conciliante, du dumping fiscal à l'irlandaise. Vous voyez, on va un petit peu pratiquer des niveaux d'imposition plus faibles que les copains pour pouvoir attirer les entreprises, ou dumping social, des cotisations sociales plus faibles, pareil pour que le coût du travail de nos entreprises soit plus faible et qu'ainsi, évidemment, les entreprises étrangères préfèrent s'installer dans ce pays. Donc du coup, en faisant ça, évidemment, le pays sera davantage compétitif, mais le problème c'est que dans une zone, si un pays est plus compétitif, mécaniquement, les autres pays de la zone sont moins compétitifs. D'accord? Donc ce qu'un pays va gagner, les autres vont le perdre. Il n'y a aucune raison que les pays qui se portent, qui soient perdants, ne fassent rien et regardent leur situation se dégrader. Donc ils vont vouloir restaurer leur compétitivité. Et donc ils vont également mettre en place certaines stratégies. Donc imaginez une stratégie par exemple qui s'appuie sur une baisse des cotisations sociales, d'accord, ou une baisse des impôts. Tout ça va dégrader bien évidemment les comptes publics. Donc un pays fait ça, les autres décident de faire la même chose. À la fin, ce sont tous les comptes publics de la zone euro qui finalement sont dégradés. Donc tout le monde perd, quoi. Alors du coup, se pose la question de repenser institutionnellement la zone euro. Est-ce qu'il ne faudrait pas essayer un petit peu de la modifier? Alors en général, quand on se pose la question, la réponse est toujours la même. Quand la zone euro ne va pas, c'est pas compliqué, il faut juste plus de zone euro.